Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Optimist TV. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Avant de commencer cette émission, je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, un petit pouce et chaque semaine, vous recevrez une nouvelle notification avec une nouvelle émission pour parler de notre beau métier opticien. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneuse engagée qui a bousculé toute une filière avec ce qu'on appelle l'optique circulaire. Elle s'appelle Ophélie Van Bremersch. Bien sûr, et elle est fondatrice des lunettes de Zak, une entreprise pionnière dans le reconditionnement et la seconde main. Elle a su construire un modèle et une équipe solide jusqu'à convaincre les plus grands avec son alliance récente avec le groupe Atoll. On va parler de son parcours, de ses ambitions, de ses doutes, de son rapport au marché de l'optique. Elle est avec nous. Salut Ophélie. Salut. Merci à Masquelier, équipementier français pour les opticiens, de nous accompagner. Plus d'informations en description de la vidéo. Chez Masquelier, un étui, ce n'est jamais juste un étui. Masquelier, des étuis engagés, pensés pour les opticiens d'aujourd'hui. Merci d'avoir fait la route jusque-là. Avec plaisir. Lille, Lyon. Ça va, c'est 3h30, je pense, tout quasiment porte à porte, donc c'est facile. Ok. Tu regardes Optimist TV un petit peu des fois ? De temps en temps, quand je vois sur LinkedIn, je pense qu'il y a certains épisodes qui doivent, je pense, ressortir plus. Ouais. Et du coup, avec des parcours qui sont assez forts et assez poignants et, je pense, inspirants. Parfait. Avant de commencer l'émission, je te propose de te présenter en quelques mots. Bien sûr. Et après, on va parler de ton histoire, de l'entreprise, de tout ça. Ça marche. Je m'appelle Ophélie Van Bremersch, j'ai 26 ans. Je suis la fondatrice de Zak. Zak, c'est une start-up dont j'ai choisi le nom beaucoup plus court que mon nom de famille. Ouais, c'est vrai. Il y a maintenant, du coup, quasiment 7 ans, où en fait, je suis porteuse de lunettes, bien que là, j'ai mes lentilles. J'ai mes lunettes de soleil. Le temps, oui, forcément. C'est des petites Yves Saint Laurent reconditionnelles, elles sont très sympas. Et du coup, tout ça pour dire qu'en fait, depuis toute petite, je porte des lunettes. J'ai une famille qui est assez sensible autour des sujets sociaux et environnementaux. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc on gardait tout le temps tout. Et du coup, un jour, à la fin d'un cours de philo, je regarde mes anciennes lunettes et je me dis, mais qu'est-ce qu'on en fait de nos anciennes lunettes ? Je rentre à la maison, j'ouvre mon tiroir à l'entrée, plein de lunettes de ma famille, les miennes, celles de ma sœur, mon père, ma mère, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est dingue, en fait, il y a plein de déchets du quotidien qu'on n'utilise pas. La vie se fait, et en première année à l'Université catholique de Lille, on devait faire un business plan sur la bière, comme je suis de Lille. Et j'ai été voir mon professeur, je lui ai dit, moi, il y a un autre projet qui m'intéresse plus et qui me touche plus, c'est travailler sur l'économie circulaire autour des lunettes. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Maintenant, on est une dizaine de collaborateurs. On est plus de 10 en usine au reconditionnement. Donc, c'est des personnes en insertion. On distribue dans toute la France, dans plusieurs centaines de magasins, notamment avec le groupe Atoll et des opticiens indépendants. Et après, on a toujours une belle boutique dans le Vieux-Lille qui sert de flagship et qui partage toutes les valeurs qu'on souhaite partager. Magnifique. À l'époque où tu lances ce projet, tu avais 19 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait, tu nous as expliqué un petit peu l'histoire, c'était ma première question, donc ça c'est fait déjà. Qu'est-ce qui fait que tu as transformé ce projet d'étudiant en véritable entreprise ? C'est quoi le déclic ? Je pense que c'est fortement lié à mon histoire perso. Et c'est pour ça que ma boîte s'appelle Zak aussi. En fait, j'ai perdu ma maman la semaine de mon bac quand j'avais du coup 17 ans. Et en fait, ça donne un peu une rage de vie. Et elle m'a laissé avec... j'ai l'habitude de dire 2 cadeaux. Le premier, c'est d'être indépendante. Elle me le répétait tout le temps parce qu'elle a été malade pendant plus de 10 ans. Et du coup, elle était hyper dépendante de mon papa pour tout. Et c'était pas contre lui, mais c'était un fait. Et du coup, elle m'a dit plus tu as envie d'être indépendante, sois-le au maximum. Et après, la deuxième chose, c'était aussi de se dire, si tu as des rêves, lance-les. Parce qu'elle étant malade, elle avait 38 ans. Donc ça aussi, c'est jeune. Et du coup, elle m'a dit, la vie, ça passe vite. Et des fois, on sait pas ce qui va se passer. Donc si tu as des rêves, vas-y. Et du coup, Ophélie de 17 ans s'est dit, écoute, pourquoi pas, je vais un peu creuser mon projet. Ce qui fait qu'un an et demi plus tard, à mes 19 ans, je me suis dit, allez, je me lance. Et en hommage, j'ai pris son nom d'artiste Zak, où elle faisait des petits bouquins, notamment dans les hôpitaux, pour expliquer aux enfants ce qu'était le cancer. Et elle faisait aussi des œuvres. Et du coup, je me suis dit que ça repartageait bien toutes les valeurs qu'elle m'avait transcrites. Ok, aujourd'hui, il y a une grande part du coup d'émotion et d'histoire familiale derrière cette entreprise. Tu arrives à la transmettre à tes collaborateurs, cette histoire ? Est-ce qu'ils sont conscients de cette histoire ? Ouais. Ou est-ce qu'aujourd'hui,
la part écologie versus la part émotion versus la part... Comment c'est réparti un peu tout ça pour les collaborateurs? Moi, j'ai eu l'habitude de me dire que j'ai fait une boîte aussi. En fait, je me disais, je me sens pas très compatible avec tout ce qui s'est passé assez jeune dans une entreprise traditionnelle. Je vais faire la boîte où je me sens bien. Et du coup, j'essaie de mettre autant le bien-être qu'au même niveau que faire une jolie boîte qui fonctionne bien et qui est rentable. Et du coup, oui, je suis assez à l'écoute, comme j'aurais aimé l'être, etc. Tu vois, des petits trucs bêtes, mais par exemple, j'hésite pas, une fois par semaine, on a un point avec l'équipe, je demande sur 10 comment ils vont. Leur point sommeil, on le fait aussi tout le temps. Pour moi, c'est un bon mix. On peut être un bon manager et des personnes qui sont efficaces avec des beaux résultats, tout en faisant attention aux uns aux autres. Et du coup, j'essaie vraiment de le faire. Ok, tes premiers pas très concrètement, oui. les premières semaines où tu as commencé ton projet, est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Où est-ce que tu as commencé? Comment tu as commencé? Avec qui? Comment ça s'est passé la première semaine? Les premières semaines, parce que la première, c'était vraiment le travail autour du business plan. C'était de savoir s'il y avait déjà un marché, des concurrents autour de l'optique reconditionnée. T'en avais un qui était sur l'occasion, qui était une marketplace en ligne qui a fermé depuis. Je crois que c'était Binocle ou quelque chose. Je ne retrouverai plus le nom, c'était il y a 7 ans. Okay. Et moi, mais en fait, l'optique en ligne, c'est pas le créneau sur lequel j'ai envie d'aller, bien que j'étais d'une génération où tout le monde était en ligne. Et je pense que je suis une commerçante dans l'âme et j'aime surtout être au contact des gens pour leur apporter des soins et l'accompagnement. Et du coup, pour moi, le business model de plutôt ouvrir une boutique, ça me semblait plus concret. Donc, première chose, c'était valider si ça existe, regarder légalement ce qu'on peut faire et après voir comment on peut collecter ces lunettes. Et surtout, mes toutes premières semaines, ça a été de répondre au fait, est-ce que dans les lunettes qu'on collecte, est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose? Donc, en fait, j'allais chez les opticiens collecter des sacs de lunettes qu'ils n'utilisaient pas pour un petit peu analyser et voir que tu te rendes vraiment compte de la chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, quel pourcentage on pouvait finalement revaloriser et remettre sur le marché. Ok. Le marché, il est quand même hyper réglementé. Oui. Les mutuelles, les codes LPP, enfin, je fais toute la liste de tout ce que tu sais déjà et tout ce que les gens qui nous regardent connaissent. Est-ce que tu t'es dit que ça pouvait être un frein, ça? Ah, carrément. Ouais. Et est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Alors, on va en parler juste après, mais au tout début, est-ce que tu étais consciente des normes qui existaient dans l'optique? En fait, au tout début, quand je me suis lancée, du coup, ça devait être la boîte, elle a été créée en février 2020. Un mois après, on avait le Covid. Ouais, oui, donc, du coup, c'était pas le moment le plus. Donc, sur le coup, j'ai surtout pensé Covid. J'ai pas pensé réglementation, parce que tout était un peu mis en stand-by. Et en fait, je crois que c'était en janvier 2021 qu'ils ont commencé à mettre la législation autour du code LPP. Et donc, nous, on a fait toutes les démarches que nous demandaient les différentes institutions pour ce code LPP. Et du coup, en fait, sur le coup, tout se semblait OK et il y avait rien de particulier vu qu'en fait, on nous avait validé notre dossier. Donc, ça s'est passé comme ça. Et après, le marché évoluant, je me suis rendu compte qu'on était plutôt dans une réglementation autour du neuf que du reconditionné. Et du coup, il fallait le faire évoluer parce qu'on ne peut pas jouer avec les mêmes règles sur le neuf que le reconditionné. Et donc, au début, non, je ne m'en rendais pas compte. Et finalement, moi, ce que je dis tout le temps, le but, c'est d'avoir un produit qui est à la fois montrer que le reconditionné, ce n'est pas un produit de seconde main. Nous, on fait vachement la différence entre reconditionné et seconde main. C'est quoi la différence entre les deux, alors? Pour moi, seconde main, c'est vraiment, ça passe d'une main en main, sans vérification, sans contrôle. Le reconditionné, c'est vraiment, tu le remets en condition. Et du coup, c'est ce qu'ils appellent actuellement, c'est la RBU, remise en bon état d'usage. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Si on le remet comme un état quasi neuf. Il n'existe jamais une paire de lunettes que tu prends et que tu revends directement? Non, on passe 24 minutes, quoi qu'il en soit, même si elle est comme neuve d'aspect, on va valider tous ces process pour être sûr qu'elle soit certifiée. La moyenne, c'est 24 minutes par mois. Oui, c'est ça, parce que par exemple, le métal, on passe un petit peu plus de temps, ou alors certains acétates où il faut plus polir, donc ça dépend vraiment du produit, mais en moyenne, on a 24 minutes. Et donc, c'est qu'une fois qu'on a passé vraiment toutes ces étapes, on a un cahier des charges qui est assez long. Si tu veux, ils ont des photothèques dans les usines pour vraiment voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, tel petit détail, vraiment sur les charnières, différentes charnières, enfin vraiment chaque spécificité expliquée. Et à ce moment-là, si ça coche c'était vert, oui, ok, elle va être reconditionnée. Et dès qu'on a un doute, on l'enlève. Et c'est pour ça qu'on a moins d'1% de SAV, parce qu'on est hyper exigeant dans le reconditionné. Et du coup, tu peux nous donner un chiffre sur 100 montures collectées, combien repartent en magasin? Alors, vu que, comme je te disais, on est hyper exigeant, je pense qu'on est encore dans les premières années où, en fait, notamment les opticiens, on peut pas encore faire comme les autres marchés où on peut faire du parfait état, très bon état, excellent état. Nous, on fait que du parfait état. Donc, en fait, l'idée, c'est comme du neuf, si tu veux, mais on peut pas appeler ça du neuf parce qu'on accepte des micro-rayures visibles pas visibles à 30 cm, mais visibles à 10 cm sous lampe blanche, tu vois, que le consommateur ne verra jamais, mais notamment sur les marques, parce qu'on veut pas que la marque, si on vient la repolir, il y a des risques. Bref, c'est vraiment très spécifique. Mais du coup, actuellement, on est sur 20%, sur 100% qu'on veut revaloriser, mais on pourrait remonter à plus si à long terme. Quand même, le marché
marché, si le marché évolue, mais mais que les gens sont prêts à avoir de l'excellent état, du très bon état, au lieu du Aujourd'hui, vous êtes hyper strict, justement. Comme on passe 24 minutes, ça permet d'en sauver pas mal quand même. Alors que si tu passais que 10 minutes, par exemple, au polissage, je pense qu'on est entre 8 et 10 minutes sur la monture, donc c'est quand même un grand temps. Et ce qui fait qu'on peut en récupérer quand même pas mal. Ok. À quel moment tu t'es dit ça va vraiment marcher le projet ? Il y a un moment clé là-dedans ? Je pense que ça a été quand on a travaillé avec Écoutez Voir. Parce que, alors, t'as eu plusieurs moments déjà quand on a ouvert le premier magasin, je me souviens. On était à l'usine de Roubaix à l'époque et on ouvrait le magasin à 10h. Et à 10h30, je me suis dit... à 10h, je me suis dit, oh là là, il y a personne qui est là et tout, ces trucs. Et 10h30, il y a commencé à avoir plein de monde. Donc les gens venaient pour nous à l'usine de Roubaix. En plus, c'est pas à Lille, faut quand même prendre le tram et tout. On avait fait 3 000 € cette première journée. Excellent. Donc je m'étais dit, oula, c'est trop bien. Donc t'avais ça comme gros indicateur. Après, on a eu l'ouverture à la boutique de Lille, qui a été un bel indicateur aussi. Et après, c'était en 2023. On avait collecté cette année-là 80 000 lunettes. Et je m'étais dit, mais un magasin, on vend 2000 équipements hors braderie. Enfin, parce que la braderie, c'est en plus, quoi. Donc 2000 équipements optiques à l'année. Comment on va revaloriser ces 80 000 montures. Et en fait, on a rencontré à ce moment-là Écoutez Voir pour développer avec eux les corners de seconde main solaire dans leur magasin. Et là, je me suis dit, même si c'est encore un peu précoce, le marché commence à être prêt. Et c'est là que je me suis dit, il y a des beaux indicateurs. Et après, forcément, Atoll récemment, il y a bientôt 1 an du coup, qui se met petit à petit en place. Et ça, c'est des bons indicateurs. Oui, carrément. Mais je pense qu'on est encore au début, tu vois. Bien sûr. On est quand même sur un marché qui, pour moi, est en retard d'économie circulaire. On va en parler du marché. Voilà. On va en parler. Et est-ce qu'il y a une victoire qui t'a rendu particulièrement fier au démarrage ? Après, on va parler de tes fiertés aujourd'hui. Mais... Au démarrage, donc il y a 6-7 ans. Bah ouais, il faut revenir en arrière. Je pense que ta première boutique, quand t'as tes clients, tu fais ta première journée, tu dis, waouh, c'est fou. Et puis au début, t'as l'impression que toutes les journées, ça va être comme ça. Non. Oui, bien sûr. C'est pas comme ça. Je pense qu'il y a plein de... on a franchi une étape, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, tu te fais. Enfin, c'est bête, mais moi, j'avais un copain qui m'avait dit, le jour où tu feras tes premiers 1 000 €, donc juste, ce sera bien. Et après, tu feras tes premiers. Enfin, après, c'est des indicateurs, 10 000, etc. C'est des paliers. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que cette première. Enfin, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Donc, tu te dis, c'est fou, tu vois. J'ai des clients qui viennent pour moi, pour la com. Bien sûr. Et après, j'avoue que quand on est passé sur le JT de TF1, la première fois, c'était incroyable. Pareil, j'ai eu des belles reconnaissances et ça touche beaucoup. Tu te dis, waouh, mon travail est récompensé, c'est sympa. Et la plus grande difficulté que tu avais peut-être sous-estimée dans ce métier ? C'est un discours que je porte beaucoup. Je pense que moi, je suis dans un écosystème d'impact où l'idée, c'est de valoriser. Et pour moi, on ne peut pas faire d'impact sans argent. Et je pense que comme j'étais assez jeune, au début, je n'avais pas toute la gestion financière d'une entreprise. Et du coup, vraiment, de se rendre compte que tout coûte quasiment 2 fois plus que ce que tu as envisagé. Typiquement, les salariés. En fait, là, tu dis, ça, c'est dur et malheureusement, tu ne l'apprends pas à l'école. Tu vois. Surtout à 19 ans, j'avais quoi ? J'avais 1 an et demi d'études. J'étais dans les théoriques de la macroéconomie et de la microéconomie des années 1900. Tu vois. Donc la réalité n'était pas là. Et donc, c'est ça qui était assez dur. Donc, tu avais ce côté financier. Ce qui a été aussi compliqué, et je pense qu'on en parlera après, mais au moment où j'ai voulu lever des fonds, et il y avait beaucoup de boîtes autour de moi qui fermaient. Donc, c'était forcément très compliqué. Oui, la période est compliquée aussi. Voilà, et c'était dans un mouvement de crise. Le côté, nous, on a été vachement touchés par les motions de censure, les dissolutions ou autres, parce qu'on devait avoir un peu le cadre RBU remise en bon état d'usage dont je parlais tout à l'heure. Et à chaque fois, on devait rencontrer les députés, les trucs quand ça devait sortir. Allez hop. Et en fait, toi, t'es vachement touché par ça. Mais il n'y a pas que nous, hein. Il y a aussi le fauteuil roulant, les attelles. Et il y a des personnes qui, malheureusement, par exemple, les fauteuils roulants sont remboursés depuis que quelques mois à 100%. Avant, le reconditionné, ça permettait. Mais alors, eux, ils avaient le droit à rien. Enfin, on les mettait dehors alors que t'as un fauteuil roulant, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Et toi et moi, on marche normalement, mais tu as des personnes, s'ils n'ont pas un fauteuil roulant, c'est encore un autre discours, mais juste pour avoir de l'accessibilité, c'est hyper important. Donc ça, c'était compliqué, donc le côté politique, et après, tu as le côté management, parce qu'encore une fois, tu as 19 ans, il faut apprendre. Ça s'apprend pas, ça s'apprend dans la vraie vie, ça. Ouais, ça s'apprend dans la vraie vie, et du coup, c'est l'expérience qui fait, et tu te rends compte aussi que le management, je trouve vraiment, maintenant, tu as le côté aussi limite juridique, des fois, qui peut rentrer dans le côté management, et qui est pas facile et que tu n'imagines pas. Et toi, tu te rends compte en tant que dirigeant, des fois, tu n'es pas toi protégé, mais tu dois protéger les autres. Et du coup, du haut de ma petite vingtaine, c'était pas forcément le plus évident. Quoi. Ouais, donc il y en a eu plein en fait, mais je pense que c'est la vie d'entrepreneur. Mais tu te fais des cadeaux à toi-même, à les vivre tôt, et tu prends en maturité, parce qu'après, tu arrives plus à devenir carré et du coup à avancer sur d'autres sujets. Je comprends. Qu'est-ce que tu pensais du monde de l'optique avant de créer ta boîte, même si tu étais jeune, et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en quelques mots ? Je pensais que ce serait plus simple d'innover dans un marché autour de la santé.
Et pour moi, je le qualifie comme un marché autour de la santé. Et maintenant, je trouve que c'est quand même très compliqué et très lent. Mais je pense que c'est pas dû au marché, mais je pense que c'est plutôt dû au côté politique, qui va pas forcément assez rapide. Je trouve aussi que des fois, c'est dommage. Je trouve qu'il y a une opacité et que c'est du mal à tous se parler. Alors, quand tu arrives à rentrer dedans, c'est bien. Mais au début, c'est dur, je trouve. Enfin, au tout début, c'était dur d'identifier les bonnes personnes. Et tu as quand même le truc de te dire, si t'es pas opticien, tu peux pas forcément innover pour le marché. Alors que des fois, tu peux avoir des personnes qui ont des super bonnes idées, qui peuvent aussi. Et du coup, ça fait un peu fermé. Alors que je pense que tu peux faire plein de bonnes choses. Ouais, tu trouves fermé. Maintenant, ça va. Mais c'était l'idée que j'avais au début. Oui. Et en fait, finalement, une fois que tu mets dedans et tu fais tes preuves, on t'ouvre les portes. Et je pense qu'on tend vers une intelligence collective de se dire, on a les uns et les autres à s'apporter. Parce que, et ça, je trouve que c'est très positif, parce que finalement, la personne qui aura fait de l'ingénierie, elle va forcément apporter à ce marché, à l'opticien. Et ça, ils sont plus ouverts aujourd'hui, 7 ans après ? J'ai l'impression, ouais. Par exemple, Atoll, je trouve que ça a été hyper top de s'engager là-dedans. Ouais. Et comme Écoutez Voir avant, il y a d'autres. Enfin, là, je parle vraiment de mon expérience d'économie circulaire. Chris aussi s'est penché dessus, Optique 2000 aussi. Et du coup, je me dis, ouais, et pourtant, c'était pas des gens qui venaient du marché de l'économie sociale et solidaire. Mais je pense que quand je me suis lancée, c'était pas ça, tu vois. Donc je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Ouais, voilà, ça évolue. Et ça apporte peut-être aussi de communication, de présence un peu partout. Les gens, ils ont l'habitude maintenant. Je pense aussi. Et je pense que c'est bien d'avoir des entrepreneurs opticiens et des entrepreneurs avec un autre regard qui se disent, en fait, ce marché, il y a peut-être des choses qu'on peut vous apporter et venez, on se tend la main, quoi. Alors justement, comment tu définis le marché du reconditionné ? Est-ce que c'est une solution juste écologique ? Est-ce que c'est un nouveau segment économique ? Est-ce que c'est une nouvelle façon de consommer ? Enfin, comment tu le définis en fait pour ceux qui connaissent pas et qui ont un peu d'appréhension ? Alors, pour nous, il y a vraiment les 3 piliers. Il y a le pilier économique, écologique et social. Le pilier déjà économique, l'opticien quand il passe chez nous, il achète la monture reconditionnée 60% moins cher qu'en neuf. Donc forcément, pour lui, c'est hyper intéressant. Le consommateur, on n'impose pas des prix de revente, mais on conseille, donc il fait entre 50 et 60% d'économie, donc c'est aussi pas mal. Et pourtant, il garde un même coef que le neuf, voire des fois un peu plus, donc ce qui est hyper intéressant financièrement. Donc là, c'est vraiment pour le côté économique. Et autour de ce côté économique, on se rend compte que ça touche un nouveau persona, dans le sens, c'est des personnes qui ne seraient pas forcément venues dans les boutiques qui nous distribuent. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, sur le côté écologique, très simplement, on se pose la question de plus en plus d'où viennent nos vêtements, par qui ils sont faits, dans quelles conditions. Et en fait, les lunettes qu'on porte quotidiennement, on se pose pas cette question. Alors que c'est essentiel finalement de se dire le produit que je porte certainement le plus au quotidien, en fait où il est fait, dans quelles conditions, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs et est-ce que ça participe à une économie. Donc tu as vraiment ce côté, plus on fait du circuit court, on fait de la collecte, on réutilise nos boîtes de collecte, enfin bref, à chaque étape on essaie d'avoir un impact écologique. Et après le côté social, pour moi c'était hyper important de travailler avec des personnes en insertion. Alors les chiffres sont peut-être plus à jour parce que c'était quand je me suis lancée, mais une personne en situation d'insertion ou handicap à cette époque, en 2017-2018, avait 2 fois plus de mal à trouver un emploi qu'une personne sans handicap ou sans difficulté. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas de chance, c'est des personnes qui ont eu des parcours de vie compliqués. Et en plus, tu leur rends plus compliqué la tâche. Et du coup, moi qui suis créatrice d'emploi, qu'est-ce que je peux faire pour trouver un milieu entre les deux ? C'est pas le plus simple, c'est pas le moins cher non plus. Parce que notamment, il y a plus d'aide d'État comme il y aurait pu avoir, pour l'insertion notamment. Et du coup, c'est des choses, mais il faut continuer à aider ça. Ouais, c'est ça. Tu le fais pas dans un but lucratif, mais. Non, le but, c'est vraiment de se dire comment on peut tous se tendre la main, évoluer et faire des sociétés rentables, mais tout en ayant un bon impact social derrière. Ok. Est-ce qu'il y a des métiers qui ont influencé ton business model, par exemple la friperie, l'électronique reconditionnée? Oui, plus ça. T'as plus le côté de back market, et nous on est souvent comparé au back market des lunettes, alors finalement back market, c'est pas eux qui reconditionnent, ils passent par des reconditionneurs, mais dans l'image on était vraiment vu sur ça. Je trouve qu'ils ont mis une très bonne norme autour qu'est-ce que c'est un produit. Déjà ils ont défini le mot reconditionné, qui à l'époque quand ils se sont lancés c'était pas le cas. Ils ont aussi défini un petit peu les états, donc ça ils nous ont pas mal, ça a pas mal évolué. Et après comme on est quand même un marché autour de la griffe, nous on a du Dior, du Chanel, du Prada et tout, là ça va être plutôt l'accessoire, le sac à main, les choses comme ça, ou plutôt là on a essayé de faire le mixte. T'as Underdog aussi, qu'ils sont plus sur l'électroménager. Et c'est toutes ces personnes-là qui ont des parcours et qui vont avoir des forts engagements autour de l'économie circulaire qui m'ont inspiré, quoi. Et du coup, la question d'après, c'est comment tu travailles la désirabilité du produit ? Parce que quand on dit reconditionné, parfois ça peut faire peur à des gens. Tu vas dire, ah merde, elle a déjà été portée, machin. Comment tu travailles l'image, la désirabilité du produit ? Alors, t'as 2 types de cibles. T'en as des où ils trouvent que c'est trop fun de mettre du reconditionné et se dire que ceux-là, ils sont vraiment, surtout la nouvelle génération, pour eux, c'est un état d'esprit. Il y a
pas de souci. Après, pareil, ceux qui consommaient déjà sur du bio, des choses comme ça. Et après, les autres, c'est en fait leur montrer que ça ne se voit pas d'acheter reconditionné entre le neuf. On a fait des fois le test. On allait dans la rue et on montrait aux gens un plateau avec la même lunette reconditionnée neuve et reconditionnée. Les gens ne voyaient jamais la différence. D'accord. Et du coup, tu dis, en fait, ce qui se passe, moi, mon travail, c'est surtout de sensibiliser et se montrer que comme pour plein d'autres marchés, on a des biais cognitifs mentaux bloquants où en fait, on va se dire, oui, c'est reconditionné, forcément moins bien. Alors qu'en soi, est-ce que c'est mieux quelqu'un qui a repassé du temps, quasiment une trentaine de minutes, à revaloriser mon produit qui était de très bonne qualité, plutôt qu'une monture qui vient peut-être de l'autre bout du monde, qui est fait en 5 minutes top chrono, etc. Et elle est où finalement l'apport de valeur ? Et du coup, on leur dit, la valeur, elle peut être là, dans le marché français, avec des personnes qui travaillent bien sur le produit, etc. Donc c'est vraiment juste se dire, mais enlevons nos biais mentaux et faisons juste un pas de côté. Mais comme dans tout, dans tous les moyens, si tu veux consommer pour tes vêtements différemment et tout, il suffit juste de dire, bon, ça va peut-être me prendre 2 minutes mentales, de me dire, je vais trouver ma solution, mais maintenant, tu as tellement d'entreprises qui existent et françaises que tu peux les trouver. Il n'y a pas besoin d'avoir des dreads pour consommer. Non, tu n'as pas besoin, si tu aimes la viande, d'arrêter la viande, tu vois, pour avoir des engagements. Pour moi, c'est juste les petits gestes du quotidien. Et les lunettes, nous, on a plein de clients qui viennent pour ça, parce que les lunettes, ça se voit pas que c'est reconditionné, c'est moins cher. Et en plus, l'action, elle est facile à mettre en place. Bon, Grégoire m'avait prévenu, on ne tiendra jamais le délai, évidemment. On est à la question 10, il y en a 30. Oui, on va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes. On m'avait prévenu, mais visiblement, ça passionne, donc moi, tout me va bien. Et en plus, c'est passionnant, mais parce que tu es passionné. Donc, oui, je pense aussi. Mais tout va bien, moi, ça me va, hein, c'est pour ceux qui nous regardent. On continue. À quoi ressemble ta semaine ? Le lundi, mis à part aujourd'hui, parce qu'on est lundi, je suis toujours avec mes équipes où j'essaie de faire un point avec chaque personne. Quand t'es pas là, comment ça se passe ? Alors soit je le fais à distance, ce qui peut arriver, soit on replace juste le rendez-vous. Okay. Donc, mais c'est hyper important pour moi d'avoir un point avec chaque personne. Tous les lundis. Donc là, en ce moment, comme on est en développement industriel, j'en ai un avec la solution logistique avec qui on le fait, un avec comment on développe chez Atoll dans 800 magasins, avec la chargée de projet RSE, voilà. Et après, donc le matin, on va dire, c'est avec mes gros partenaires. L'après-midi, c'est avec mon équipe, donc que ce soit de l'administratif, de la communication, la logistique, du commerce. Donc avec chaque personne pour vraiment dire, on en est où, c'est quoi tes objectifs, parce que je pense que, comme je te disais, on peut faire de l'impact, avoir des objectifs. Pilotage d'entreprise le lundi. Voilà, pilotage d'entreprise. Une fois par semaine, j'essaie d'aller en usine, là où on reconditionne. C'est où l'usine ? C'est à l'Équin, c'est à 20 minutes de Lille, 7 minutes en train, donc hyper pratique. Et après, donc une journée en usine, une semaine où je suis en développement sur Paris, et après, moi, j'aime bien vraiment être au contact des personnes qui distribuent et des clients, et du coup, j'essaie vraiment une semaine ou 2 semaines je peux aller dans une grande ville comme aujourd'hui, du coup à Lyon, pour vraiment rencontrer mes clients, leur montrer les produits, leur expliquer le discours, et ça j'aime encore beaucoup le faire moi-même. Et après c'est plein de multi-rendez-vous, de toutes choses qui peuvent arriver, quoi. Et t'as du temps pour toi ? Ouais, j'essaie vachement. Un peu de sport, de musique. Ouais, j'essaie. Je fais du padel. Je pense que tu connais. Oui, j'essaie un peu moins en ce moment parce qu'on est en industrialisation. Et j'essaie quand même de garder 2 fois par semaine, donc c'est cool. Et après, je fais hyper attention à ma vie perso, d'avoir du temps et tout, je pense que quand t'es entrepreneur, tu peux essayer aussi de trouver ton modèle. Donc déjà, j'ai repris vachement du plaisir depuis l'arrivée d'Atoll dans ma boîte à me dire... c'est vrai, le fait d'avoir... Ils nous ont quand même mis d'autres personnes à dispo en se disant maintenant, on est partenaires. T'as des nouvelles ressources. Ouais, c'est ça. Et du coup, de se dire, c'est cool. Rien que mentalement, de te dire, je partage mes problèmes. Franchement, c'est trop cool. Tu te sens moins seul. Quoi. Ouais, du coup, tu te sens moins seul. Et pour ça, c'est super sympa. Et en fait, ça m'a fait un biais mental. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de kiffer ma vie. J'ai une opportunité de dingue de pouvoir faire des belles choses. Et du coup, je vais essayer de coïncider ma vie perso avec ma vie pro. Et après, je suis très proche de ma famille. Et du coup, j'essaie vraiment de les voir dès que je peux. Et pour toi, on va juste faire un petit pas de côté sur l'équilibre vie perso, vie pro, qui est beaucoup le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir cet équilibre-là, et pourquoi depuis que tu y arrives ça change quelque chose dans ton entreprise? Enfin, juste c'est important parce que moi le premier c'est l'histoire de la vie d'un entrepreneur, et tu vois vraiment la différence depuis, quoi, tu vois. Sinon pour moi tu kiffes pas ta vie, en fait tu cours après quelque chose. Enfin en fait là, un moment où j'avais l'impression de courir après des rêves qui finalement en fait ça me rendait plus heureuse. Je me rendais pas compte de ce que je vivais, et du coup le fait d'avoir ton équilibre perso, ça te permet de te faire ce point de colère et de relativiser en disant c'est trop bien ce que je vis, et j'ai de la chance et je suis chanceuse, et j'ai réussi à créer la réalité que je voulais. Et je trouve que c'est ce truc-là, et en fait si tu souffles pas, déjà t'arriveras pas à te rendre compte et tu vas être épuisé et tu vas pas prendre du plaisir. Et pour moi c'est trop important, et j'ai pas envie d'être la Ophélie de Zach, j'ai envie d'être la Ophélie tout court, tu vois. Et pour moi c'est important. Puis peut-être que je serai pas entrepreneuse dans cette boîte-là toute ma vie parce que je sais pas, et du coup ça te permet aussi de te dire je vis pour d'autres choses. Très bien. Même si j'espère, mais... Oui. Qui t'accompagne aujourd'hui? T'as des associés, t'as des
mentors, tu as des conseillers, comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si tu connais, il y aura peut-être d'autres personnes qui connaîtront. J'ai été accompagnée par Réseau Entreprendre, qui est un organisme, ça accompagne les entrepreneurs quand ils se lancent il y a maintenant 4 ans. Et en fait, j'avais rencontré une coach, une mentor, qui, comment ça se passe chez Réseau Entreprendre, ils parient sur les entrepreneurs et du coup, ils mettent en face quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux. Et en fait, moi, ma mentor, elle s'appelle Emmanuelle, elle avait lancé sa boîte à 23 ans et elle a revendu à 37. Et du coup, on a super bien fité. Et le fait d'avoir une femme dirigeante qui s'est lancée à peu près au même âge que moi, ça a été une vraie chance. Reconnu, quoi. Ouais, et ça devait durer 2 ans et finalement, elle m'accompagne toujours et on s'entend toujours hyper bien. Il y a une vraie sororité qui s'est installée entre nous deux. Et pour moi, ouais, elle m'accompagne très régulièrement. Et après, de toute façon, on a mis un board, on va dire, plus institutionnel avec Atoll et d'autres personnes que je connaissais d'avant dans l'optique qui m'avaient accompagné dans mon propre board de bienveillance, qui avait dirigé l'ISAC, des choses comme ça. Le pouvoir de LinkedIn, de rencontrer des gens. Et du coup, oui, on a un board un peu transverse de 360 entre les parties et des personnes chez eux, quoi. Ok. Comment l'entreprise et le concept est accueilli dans les magasins? Je parle pas des magasins qui sont, entre guillemets, déjà convaincus. Comment il est accueilli ici? Là, demain, tu sors, là, tu vas voir le magasin d'à côté. Qu'est-ce qu'il va te dire selon... Je trouve que ça a vachement évolué en 2 ans. Franchement, en fait, le fait de montrer les produits et que nous, notre qualité, vraiment, tu vois pas la différence. Les opticiens, ils disent à chaque fois, ouais, je trouve le concept visuel, fou. Ça marche, quoi. Carrément. En fait, il faut vraiment y aller avec le produit et montrer. Et après, ce qui fait passer à l'action, c'est le côté économique. J'achète ma monture 60% moins cher, je suis bien content. Et du coup, non, franchement, tu auras toujours des réticents, mais comme pour toute innovation. C'est quoi les objections principales et comment tu leur réponds? Il y en a, non, en fait, je veux pas faire du reconditionné, je suis pas convaincue. C'est là, ils sont fermés comme une porte, donc je me dis, je vais pas y aller. Après, certains, en fait, ils ont des a priori, ce que je te disais tout à l'heure. Vous avez pas de SAV? Bah si, en fait, on a un SAV. On en collecte 60 000, on en reconditionne que 20%, mais j'ai un nombre de pièces détachées incroyable. Et dans nos usines, ça fonctionne de façon à, si tu veux, on a 164 marques dupliquées sur hommes, femmes, optique solaire, et en tout, à chaque fois un bac de pièces détachées. Donc, ce qui fait que, en fait, je leur dis, mais en fait, on a le même SAV qu'un produit neuf. Tu vas sur ton site, le site professionnel ZAC où tu as passé commande, tu vas dans mes commandes, j'ai un problème de SAV sur ça. J'envoie une photo pour qu'on explique la demande et autres. Et après, si on accepte le SAV, il ne faut pas que ce soit un chien qui ait mangé la monture ou des choses comme ça. Là, on peut, 3 solutions. Soit on décide de faire une pièce détachée, soit la monture complète, soit dans le pire des cas, on reconditionne, notamment quand c'est des grosses griffes et que là, on ne l'a pas eu en 2 fois, mais ce qui est assez rare. Et en fait, quand on leur fait la solution, ils font « Ah bah tiens, je ne savais pas ». Et en fait, du coup, c'est beaucoup d'a priori, mais du coup, c'est juste que c'est du temps humain. Que la technologie ne remplace pas, mais ce qui me dérange pas trop, ou vraiment à expliquer, convaincre le concept et autres. Et du coup, non, c'est vraiment des a priori qui sont encore là, notamment autour du SAV. Et quand on a un, ça va. Et après, et en fait, la clientèle, elle est présente assez facilement. Les gens maintenant, notamment grâce à Back Market ou autre, oh bah c'est reconditionné, il n'y a pas de souci, le téléphone. Ça rentre dans les mœurs petit à petit, quoi. Carrément, exactement. Et là, je sais pas si tu as vu, il y a le sujet de la TVA circulaire qui est passé. Non. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que tous les produits d'économie circulaire vont avoir une TVA à 5,5. Ah oui. Et alors qu'actuellement, sur le neuf, c'est à 20%. Ah oui, bah forcément. Et du coup, ça va être hyper intéressant, quoi. Bah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites des montures qui sont soit trop anciennes, soit impossibles à reconditionner? Vous en faites quoi de ça? On a une partie associative. On travaille actuellement avec La Ruche qui a repris Lunettes sans frontières. Donc, on a fait des tests en 2025 dessus et ça marche. Donc là, on fait des envois. Et après, on a une partie recyclage qui est en train de développement. Donc, la volonté de ZAC, vraiment, c'est de se dire quand on collecte une monture, on s'est 100% valorisé. Et pour moi, c'est important. Et on espère aussi, parce que plus on collecte, plus on grandit nos flux. On travaille actuellement avec une asso, plus de temps en temps, des petites missions avec des écoles ou autres. C'est trouver un autre partenaire associatif. Parce qu'en fait, nous, on devient pas un monstre logistique, mais un bon gestionnaire. Et l'association pourrait très bien nous envoyer son cahier des charges et on pourrait lui préparer. Et pour nous, l'idée, c'est on veut être un acteur de transition 360, donc collecte, reconditionnement, recyclage. Et du coup, en fait, et que l'association garde son but d'associatif et d'accompagner. Et sinon, on peut s'occuper de la logistique, mais tant mieux pour eux. Donc, c'est vraiment, la limite, c'est un appel aussi. Il y a des gens qui sont dans l'associatif et qui veulent faire des beaux projets avec nous. C'est tout à fait possible. Ok. Moi, j'ai une question concernant les fournisseurs de montures neuves, forcément. Comment ils te voient? Comment vous arrivez à... Est-ce que vous arrivez à collaborer ensemble plutôt qu'à être en frontal en disant c'est ça ou ça? Ça se passe comment, cette collaboration? Comment elle a évolué et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, pour nous, en fait, au début, je pense qu'il y avait beaucoup des a priori. Après, je sais pas comment ça va évoluer dans les prochains mois. Mais en fait, ils ont été, du moment où on gère
le SAV, pour eux, ça a été moins un sujet. Parce qu'en fait, un petit peu comme l'exemple de... Si tu veux, quand tu achètes un téléphone sur Back Market ou un autre site de reconditionné électronique, si tu as un problème avec ton Apple, tu vas te retourner vers Back Market. Et par contre, par exemple, si c'est Zach qui fournit une Ray-Ban, tu vas te retourner vers Zach, tu vas pas te retourner vers Luxo. Et en fait, quand déjà ce sujet-là a été réglé et qu'on s'est dit c'est nous, c'est pas la marque qui va être jugée en compte. La personne, elle va pas dire c'est ma Ray-Ban qui est mauvaise, c'est Zach qui a fait le mauvais travail. Et quand ça a été déjà levé, ça a été quelque chose d'assez important. Et après, pour l'instant, je pense qu'on est encore considéré comme petit. Oui, on n'est pas, pour l'instant, vous faites pas trop peur, entre guillemets, quoi. Non, et c'est un autre marché, pour le coup. Et puis pour moi, on peut plus... et heureusement qu'il y a des acteurs comme Zach ou comme d'autres choses. Pour moi, on peut plus être dans une économie linéaire. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Et pour moi, on va travailler les uns les autres. Et moi, mon travail, c'est surtout de se dire, mais venez, on voit comment vous pouvez fournir des produits de qualité qui pourront être conditionnés. Parce que c'est un petit peu comme la fast fashion. Si nous, on a des produits de mauvaise qualité, ils vont pas pouvoir redurer dans le temps. Et du coup, ceux-là, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Et du coup, c'est plus de dire, mais nous, on est là plutôt pour vous accompagner sur comment on fait un premier super produit pour qu'après, les acteurs de la seconde main puissent les revaloriser. Ok. T'as déjà eu une menace? Non, mais on en est là. Tu vois, en France, il y a plein de... notamment les fournisseurs français, ils font de la très bonne qualité. Hein. Ouais. Pour être honnête, ces produits-là, on n'a pas de problème à leur donner une seconde vie. On va parler de ta levée de fonds, de ton changement d'échelle. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait grandir plus vite et lever des fonds? Pourquoi tu l'as fait? Et qu'est-ce qui a été l'élément marquant de cette levée de fonds? Alors déjà, une levée de fonds, on a l'habitude de dire que ça dure entre 9 et 12 mois. Donc tu te dis, ok, en fait, c'est ta vision, c'est où tu veux aller. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais un ancien associé où on s'est séparés, parce que lui, il n'avait pas la même vision que moi. Et moi, ma volonté, c'était de se dire... Ok, ma vision, c'était un acteur de transition pour le marché. Je m'éclate dans la collecte, je m'éclate dans la logistique reconditionnement. Tout ça, ça doit s'industrialiser. Et c'est pas avec mon petit bénéfice mensuel que je vais pouvoir le faire. Donc ça, c'était vraiment l'objet, c'était de se dire, je veux devenir un acteur où si tu as vu cette monture en reconditionné, tu puisses l'avoir la même en neuf, tu peux savoir la même en reconditionné. Et ça, informatiquement, avant, c'était impossible de le faire avec nos petits moyens. Donc ça, c'était l'objet. Et du coup, on a commencé à faire un petit peu... on va dire sur des modèles classiques. Donc on rencontrait des business angels, des banques, des fonds d'invest. On avait des personnes qui nous suivaient et en fait on échangeait avec Atoll pour qu'il soit notre client. Et en fait je leur ai présenté le projet, dans quelles conditions ça devait être. Ils m'ont dit bon ça m'intéresse. Et finalement moi je me suis dit là j'étais toute seule dirigeante. Je sortais d'un moment aussi éprouvant où je m'étais séparée de mon ancien associé. On s'était fait brûler nos stocks et tout. Vraiment c'était pas une période hyper facile. Et en fait j'étais en train de me dire moi j'ai envie de prendre du plaisir. J'ai des personnes avec qui je m'entends bien, où je pense que ça peut matcher. Allez, on continue l'aventure ensemble, quoi. Ok, et donc du coup, ça a été très naturellement tourné vers Atoll. Ouais. Parce que c'est en fait, ça s'est passé comment, la rencontre? J'ai changé avec eux pour distribuer et en fait je pense que ça a été un alignement on s'est revus en beau moment et les choses se sont faites, j'avais de la super écoute, le projet ça matchait super bien, ils me suivaient dans ma vision, je gardais, il y a Eric Plat qui m'avait dit un truc et en fait c'est ce que je voulais, il m'avait dit si tu dis noir et que les équipes disent blanc ce sera noir. Et en fait, c'est ce qui m'a vachement plu de me dire je reste aux commandes et c'était un truc qui était essentiel pour moi, tout en ayant le renfort et un petit peu, tu sais, de la présence pas limitée. Tu sais que t'es là et ça te rassure, c'est un filet, quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, me dire, nous, on est là pour accompagner le modèle, donc tu distribueras chez nous, mais si t'as envie de distribuer des autres parce que ta mission, c'est d'être un acteur de l'optique reconditionnée, il n'y a pas de souci. Et pour moi, c'était ça. Donc se dire, je reste aux commandes, c'était hyper important pour moi. Et du coup, comment tu assures que Zach garde son âme tout en changeant d'échelle? Mais en fait en faisant des allers-retours sur le marché, continuer d'être présente avec mes équipes, continuer d'aller voir mes clients et aussi je fais attention à ma volonté, c'est de rester en interne une petite équipe et créer beaucoup d'emplois pour des personnes en insertion. Et du coup je trouve que tu gardes plus la main quand tu es avec une équipe de 10 personnes en interne que quand tu es 20. Et du coup, c'est vraiment plus comme ça que je peux le faire. Qu'est-ce que tu vas mettre en place rapidement pour accélérer grâce à cette alliance? Là c'est des choses mais c'est propre à leur réseau, c'est pas grâce à l'alliance, c'est comment on développe plus chez eux parce que on a plein d'autres axes de développement, pourquoi pas un autre magasin et tout, et là c'est uniquement propre à Zach. Par exemple là je sais pas, je forme on voit pour former leurs animateurs réseau mais pour que ça marche bien chez eux parce que c'est là on a fait une chose qui doit bien marcher chez eux et on travaille ensemble. Donc c'est vraiment chaque chose et après grâce à l'alliance par exemple ils ont des ressources en interne et c'est vraiment créer des belles relations humaines pour qu'on puisse travailler ensemble sur des belles choses.
Qui achète une monture reconditionnée aujourd'hui ? En fait, il y a beaucoup de monde. C'est ceux qui ont envie d'avoir des montures un peu différenciantes, que tu retrouves plus. Après, tu as les personnes qui sont un peu amateurs de bons plans. Oui. Tu as ce côté-là, le côté économique. C'est vraiment, dans les statistiques, on est sur quelqu'un entre 30 et 40 ans. Un petit peu plus féminin. Et encore, on est finalement dans les statistiques, je crois qu'on est à 55-45, tu vois. Donc voilà. On n'a pas d'enfants. On n'a pas beaucoup d'enfants et c'est pas trop notre marché. Et après, on a vraiment de tout parce qu'il y a des personnes qui vont y aller pour les valeurs et d'autres personnes qui vont vraiment y aller pour le côté économique. Ok. Comment, en quelques secondes, tu pourrais convaincre quelqu'un qui n'avait même pas imaginé acheter une monture reconditionnée à le faire ? Et ce que je dirais, c'est qu'une monture reconditionnée, en fait, c'est exactement la même monture qu'une monture neuve. Ça a les mêmes aspects, que ce soit au niveau du remboursement, au niveau de la garantie, au niveau de la qualité. C'est 60% moins cher et en plus, ça se voit pas. Donc en fait, pour moi, il y a que du positif et c'est juste faire un pas de côté parce que le reconditionné, ta monture pourrait très bien être reconditionnée, on n'en saurait rien. Donc c'est juste se dire, mais en fait, grâce à un petit objet, je peux faire de grandes choses. Parfait, c'est très clair. Si tu te projettes à 5 ans ? À 5 ans, du coup, j'espère développer avec dans plein de... En fait, que vraiment l'optique ce soit une solution de substitution les produits reconditionnés aux montures neuves. Se dire, nous, on arrive à trouver les mêmes montures reconditionnées qu'en neuf et arriver, j'espère pouvoir me dire que quand je collecte une monture, elle aura forcément un chemin de vie, que ce soit le recyclage, le reconditionnement ou l'associatif. Et c'est vraiment ça, c'est devenir un acteur, un bel acteur logistique dans le marché, l'acteur logistique qui peut se dire, je vais être la solution de seconde vie du produit. Voilà, donc c'est vraiment une belle logistique. Et après, c'est faire des partenariats avec Atoll ou autres pour la redistribution. Bon, là, forcément, Atoll, c'est encore récent, donc on parle d'Atoll. Pour la redistribution, la redistribution de ces produits. Combien de montures par an dans 5 ans tu veux vendre ? Alors, cette année, on devrait être sur 40 000. Ouais, donc c'est déjà pas mal. Et attends, j'ai pas fait mon BP jusqu'à 5 ans. Je me suis arrêtée à 2028. Allez, l'année prochaine, l'idée, c'est de doubler. Nous, c'est vraiment d'avoir un espace reconditionné avec 200 montures en magasin, quoi. Donc minimum 80 000 montures valorisées l'année prochaine, ce serait bien. Ok. Et à ton avis, ils vont faire quoi les autres grandes enseignes ? Ils vont collaborer, ils vont créer ce marché, ils vont avoir une sorte d'hybridation. Je pense que tu vas avoir les deux. Eux, ils vont vouloir surtout que ce soit facile pour eux, je pense. Donc ils pourront faire appel à des acteurs comme Zaco. Je pense qu'on peut... La vision du marché, pour moi, c'est vraiment qu'on doit s'entraider. Tu vas avoir des personnes qui sont très forts en logistique, en collecte autour du reconditionnement. Il faut s'appuyer sur nous, que ce soit nous ou d'autres. Ça va être aussi porté par un petit peu l'évolution réglementaire. Si tu veux, dans la norme RBE dont je parlais au début de l'épisode, ça dit que le centre va être labellisé pour 4 ans et va pouvoir reconditionner. Ils vont devoir forcément passer par des centres comme ça. Et du coup, ils vont passer par ces centres comme ça. Soit ils vont essayer d'être centres eux-mêmes, mais c'est un autre métier. Donc pour moi, autant passer par les gens dont c'est le métier. Le font déjà. Parce qu'ils ont déjà tellement de choses à faire dans les enseignes que voilà. Et les opticiens indépendants, pour moi, vont passer commande chez ces fournisseurs comme Zach, qui seront finalement des refournisseurs. T'as déjà pensé à exporter ton concept hors de France ? Oui, mais je pense qu'il y a déjà tellement de belles choses à faire en France parce que on est quand même... en fait, il y a de plus en plus de porteurs de lunettes. On est quand même, je trouve, une terre d'innovation de plus en plus autour de l'optique. Et je pense aussi que c'est le marché le plus complexe. Donc, quand tu arrives à faire en France, tu peux aller ailleurs. Donc, pourquoi pas ? Mais moi, j'aime bien dire un pas après l'autre. Donc, c'est pour ça que je te parlais, par exemple, de ma vision avec l'enseigne cette année parce que pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut aller au bout de ce que je me suis dit cette année. Et 2027, ce serait une autre année. 2028, une autre. Et donc, j'essaie d'aller au fond de cette vision-là cette année et après les autres années, je verrai. Très, très clair. Est-ce que tu as des concurrents ? On a Comeback, qui est plutôt, lui, dans l'Est ou l'Ouest, je ne sais plus, mais qui a essayé de faire le même modèle que nous. Ils sont plus sur la fripe, maintenant, si je ne me trompe pas, parce qu'eux, ils étaient plus, quand on faisait la comparaison seconde main reconditionnée autour de la seconde main, bien que ça a évolué et que je ne sois pas au courant maintenant. Voilà, et après, t'as Cyclic qui était en ligne, voilà. Mais encore un autre business model, surtout autour de la distribution, mais qui là sont en interne chez Chris, donc encore différent. Et après, t'as Optique 2000 qui a lancé Revue, mais pour moi, c'est bien, parce qu'en fait, ça veut dire que le marché évolue, et plus les consommateurs vont voir ça, plus ça va permettre de se dire, on peut y aller, quoi. Ouais, donc moi, je trouve ça top. Top. Avant de te poser les 3 dernières questions, il y a notre partenaire Masquelier. Ah, trop bien. Il t'offre, tu as choisi la couleur orange, donc je t'offre l'orange. Merci. C'est un étui 100% recyclé, 100% recyclable et 100% OFG. Top. Merci beaucoup. Voilà. Donc, un petit mot, qu'est-ce que t'en penses mes lunettes vont passer dedans déjà. C'est très bien. Et en termes de durabilité, je pense du produit, c'est top. Ouais. Et même résistance et tout. Moi qui mets tout le temps plein de. OFG. Je crois que c'est 80% l'OFG. En tout cas, c'est le seul étui sur le marché qui est 100% OFG avec des matières recyclées et recyclables. Donc, non, il est top. Merci. Cadeau de notre partenaire. C'est gentil. Qu'est-ce qui t'a. On va regarder vite fait ton parcours.
Qu'est-ce qui t'a le plus transformé personnellement de toute cette aventure ? Les difficultés, parce que je pense que tu apprends le plus dans les difficultés. Quand tu commences à te dire, quand tu es en levée de fonds, tu te dis, en fait, si je lève pas jusqu'à cette période-là, je vais avoir des problèmes de cash. Donc, tu te mets dans un truc, dans 6 mois, dans 1 an, comment ça peut être. Et du coup, tu te mets dans le mal et ça, c'est dur. Après, j'ai eu aussi des mauvaises rencontres, comme plein d'entrepreneurs. Et en fait, c'est vraiment les moments durs, les mauvais moments managériaux aussi, parce qu'on en aura tous, je pense, dans une vie d'entrepreneur. Donc, je pense que c'est ces moments-là, quand tu t'en sors et que tu en tires des leçons, qui t'ont le plus marqué. Et après, de l'autre côté, toujours autour de l'humain, je pense que c'est les rencontres de personnes qui sont déjà des étapes, 10, 15, 20 étapes après moi. Et en fait, c'est prendre le recul de dire j'arrive à les écouter. Et j'avais rencontré Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui m'avait dit quand tu apprends de tes erreurs, t'es en vitesse 1. Quand tu apprends des erreurs des autres, t'es en vitesse supersonique. Et je pense que c'est vrai, il faut pas tomber dans le trou si on nous dit qu'il y a le trou. Donc c'est vraiment ce côté-là, je pense que ce qui m'a le plus transformé. Et qu'est-ce qui te rend la plus fière quand tu regardes en arrière ? Là, quand tu me poses cette question, c'est tous les beaux moments que j'ai vécu avec mon père dans les travaux et tout. On a fait des trop belles choses. Et pour moi, c'est une vraie chance, grâce à l'entrepreneuriat, d'avoir pu passer plus de temps avec ceux qui comptent pour moi. Magnifique. Si tu devais tout recommencer depuis zéro, qu'est-ce que tu referais exactement pareil ? Mais ce que je referais pas. Ça arrive. Ce que je referais exactement pareil, je me réassocierais avec mon associé, même si finalement on n'est plus associés maintenant, quasiment plus d'1 an et demi après. Parce que ça a été une personne très constructive avec moi. Je referai confiance pour Atoll. Pour l'instant, ça se passe bien, ça évolue bien. C'est des personnes humaines top. Et pour moi, c'est important d'être avec ces zones. Je retravaillerai aussi avec Écoutez Voir, parce que pour moi, ça a été les premiers à nous faire confiance. Et qu'ils ont été... en fait, il fallait un acteur qui se dise « Ok, le reconditionner, j'y crois ». Et j'ai eu à chaque fois, dans toutes les enseignes où j'ai rencontré, des dirigeants hyper inspirants, hyper engagés, se dire « Ok, on le fait pas encore, mais on y va, on y croit ». Et pour ça, franchement, merci. Parce que, en plus, j'avais 22 ans, je crois, à l'époque, la première fois. Et je trouve ça trop bien qu'il y ait des gens qui fassent confiance à des jeunes entrepreneurs. Donc, tu vois, encore une fois, autour de l'humain. Et après, je partirai plus vite à Lille. Parce que c'était top. Et non, c'est ce que je referai. Et je continuerai de communiquer aussi. Parce que je pense que c'est important pour sensibiliser et faire évoluer des marchés. Qu'est-ce que tu referais pas alors ? Je ne prendrai plus de dette financière où je suis caution. Parce que je m'étais pas... Quand j'avais 19 ans, j'avais fait un premier prêt avant de faire une levée de fonds. Et vraiment, mon banquier, c'était au moment où tu avais toute la Startup Nation qui se levait. Oui, t'inquiète pas, il y a garantie BPI et tout. J'avais signé un truc et j'étais quand même caution à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il m'avait dit, t'inquiète pas, c'est que dans certains cas. Bon, le certain cas ne s'est pas présenté, mais aurait pu se présenter. Oui. Et du coup, ça, je le referai pas. Non. C'est une source de stress. Maintenant, ça va. Enfin, on rembourse notre prêt tranquillement et ils vont pas venir piquer dans mes caisses si tu veux. Mais franchement, ça fait peur. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? De me dire que ma journée n'est pas tout le temps la même. J'aime beaucoup mon équipe et je suis contente de les voir. Je me dis chacun est à sa place et ça c'est top. Et d'apprendre, en fait je me sens vivante le matin et ça c'est top. Donc c'est pas une chose particulière, mais ne pas avoir une routine et me dire que je vais vivre une nouvelle petite aventure aujourd'hui, c'est bien. Parfait. Et enfin, est-ce qu'il y a un moment qui récemment t'a rappelé pourquoi tu faisais tout ça ? Un moment qui récemment m'a rappelé cet équilibre de vie, de dire en fait des fois c'est un truc que tu ressens en disant j'adore ce que je vis, je suis fière de moi et je pense que c'est toutes ces émotions là qui me rappellent pourquoi je fais tout ça. Parfait, je te laisse le mot de la fin. Oui. Avant ça, je remercie toutes celles et ceux qui nous ont regardés ou écoutés d'avoir suivi cette émission. Elle était plus longue que les autres, mais j'ai quand même le sentiment qu'elle était un peu plus passionnante. Je dis pas ça pour ceux qui étaient avant parce que je les adore tous. Merci de nous avoir regardés. Je vous dis la semaine prochaine et je laisse à Ophélie le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ton moment. Et si jamais vous découvrez Zach, bienvenue et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et pourquoi pas la prochaine fois, regardez sur notre site pour découvrir des lunettes reconditionnées dans les magasins d'optique. Et si vous êtes opticien, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il suffit juste de faire un pas de côté pour des fois changer les choses. Et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, ce sera avec plaisir pour échanger ensemble. Merci. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Bonne journée à tous, à bientôt.